facile. Bien bonjour tout le monde. On va continuer donc les séances de ce matin, toutes plus riches les unes que les autres, avec un sujet particulièrement riche également, le coffre-fort. Coffre-fort électronique, coffre-fort numérique, les composants d'un coffre-fort numérique. Donc on va essayer effectivement d'apporter un certain nombre d'éclaircissements par rapport à tout ça, sachant que le coffre-fort numérique, il y a autant de définitions que de personnes qui vont vous répondre si vous posez la question. Essayez de clarifier ça. Il y a deux grandes familles de coffres. En fait, un coffre-fort électronique. Alors, je dirais le terme électronique numérique. Électronique s'applique à du matériel. Numérique, je dirais à de la donnée. Donc, on peut utiliser coffre-fort électronique ou coffre-fort numérique. Dans sa définition telle qu'on le retrouve dans la future norme, puisqu'en fait, il y a une norme qui a reçu l'approbation de l'AFNOR hier. Donc la 42020, donc c'est une norme de plus, mais cette fois une norme très utile. Le coffre, qui est défini comme étant un composant du coffre-fort numérique, permet de décrire de façon très précise les 10 fonctions élémentaires que doit satisfaire finalement un système d'archivage pour être quelque part suffisamment sécure d'un point de vue tant légal que réglementaire que patrimonial, puisqu'en fait, il n'y a pas de raison de ne pas appliquer un minimum de sécurité, voire beaucoup de sécurité, sur des données patrimoniales également. Alors ce coffre-fort, encore une fois, ça correspond à ces 10 couches de base. Une autre façon de présenter le coffre, c'est de rajouter un mot derrière. Personnellement, moi je parle de coffre-fort électronique du citoyen, donc qui montre effectivement tout à fait une autre façon de présenter les choses, où là on est l'utilisateur lambda, on est moins dans un cadre professionnel. Et en tant que citoyen, on accède effectivement à son coffre-fort numérique, à l'intérieur duquel on est capable de retrouver tout ce dont on a besoin. Alors là, je vous parle de choses qui, aujourd'hui, sont des souhaits, qui ne sont pas encore des réalités, mais il faut laisser un peu de temps au temps. L'idée étant de pouvoir retrouver à l'intérieur de ce coffre-fort, je dirais, tant ces bulletins de salaire que des contrats numériques, que des pièces d'identité, que des factures, et tout ça arrivant de façon quasi automatique dans le coffre en question. Vous avez un exemple de ce genre de coffre qui a déjà été identifié par la DGME dans le site monservicepublic.fr, où il y a un embryon de coffre qui normalement devrait répondre à ce genre de choses. Donc juste pour info, par contre cet après-midi on va revenir sur la partie initiale, coffre-fort technique, brique indispensable je dirais à l'intérieur d'un système d'archivage électronique. Et j'ai autour de moi donc deux spécialistes de ces aspects-là. Donc Dominique L'Hôpital à ma droite qui représente la société Arxis, à qui je vais passer la parole tout à l'heure et qui vous présentera donc sa vision du coffre en tant qu'éditeur. Et puis à ma gauche, Bertrand Lequelec qui représente Hitachi Data System avec une solution d'archivage, je dirais mixte, puisqu'en fait il y a une partie logicielle et une partie matérielle, puisque Hitachi Data System est très connu pour ses baies de stockage, qui vous présentera également cette solution. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, éventuellement à couper les intervenants pendant. Je pense que ça ne te dérange pas, au contraire. Et puis, sans plus attendre, je passe la parole à Dominique. Merci. Donc, je vais commencer par le premier transparent, dire qui est Arxis Software, parce que je pense que peu de gens ici nous connaissent. Arxis Software est une société du groupe Infotel, société qui est véritablement focalisée sur la conservation et la dématérialisation de l'information. Nous sommes en charge de la commercialisation, du marketing et de l'établissement de partenariats, alors que par opposition, la société Infotel, notre maison mère, est en charge du support et de la R&D d'Arxis. Infotel est une société donc française de 1500 collaborateurs et qui a fait l'année dernière 123 millions d'euros.
Quelques références très rapidement, juste pour classer ces références en deux familles, pour montrer en même temps comment nous travaillons avec nos clients et partenaires. Nous démarchons des clients finaux, nous contractualisons avec des clients finaux et nous contractualisons en même temps avec des tiers archiveurs métiers. Donc j'en ai indiqué ici 4 qui étaient équipés d'une... Je continue. Donc j'ai ici mis une liste de 4 tiers archiveurs métiers qui sont équipés également de la solution ArcSys et eux qui ont plutôt tendance à vendre ArcSys en mode SaaS. Donc nous, c'est plutôt de la solution internalisée et les tiers archiveurs du mode SaaS. Si on fait la somme de ce qu'ont archivé nos clients l'année dernière, c'est toujours difficile à compter, c'est vrai, mais on estime que nos clients ont archivé donc en une seule année 1,2 milliard de documents. Notre conception de la conservation. Alors nous décomposons clairement la conservation en 2 couches. Une couche technique dont nous allons reparler dans le cadre du coffre-fort et une couche métier dont nous allons aussi reparler dans le cadre du coffre-fort. C'est-à-dire que ArcSys va intervenir au niveau des 2 couches. Donc notre volonté, d'une manière générale, est toujours d'apporter un maximum de plus-value sur chacune des 2 couches. Nous pouvons vendre ArcSys comme uniquement une couche technique. Nous pouvons également le vendre comme une offre complète si le client souhaite également une plus-value au niveau métier. Je reviens d'abord, dans un premier temps, sur la couche technique, puisque j'aurai des choses à dire sur les 2 couches, dans le cadre du coffre-fort. Donc sur la couche technique, d'une manière générale, voilà là où nous apportons des plus-values. La première chose dont je voulais parler, mais il se trouve que Jean-Marc m'a devancé, c'est le projet de norme 42020. Donc je vous laisse lire l'objet, mais Jean-Marc l'a déjà dit. Cette norme devrait normalement maintenant être publiée dans les à peu près 2 mois qui viennent. Donc notre volonté est clairement d'être compatible à 100% avec cette norme. Donc il nous reste encore un peu de temps pour y arriver, le temps qu'elle soit publiée. Je pense que dans le courant de l'année, tout ceci devrait pouvoir être fait. Donc le but est de définir finalement un jeu d'instruction qui permettra pour moi, en tout cas c'est ma vocation, de standardiser le dialogue entre les offres CCFN du marché, puisqu'effectivement ça s'appellera un composant coffre-fort, soit CCFN. Au niveau des autres parties de cette couche technique, tout ce qui est cloisonnement et valeurs probantes, qu'apportons-nous sur ces couches-là? Nous apportons tout ce qui est confidentialité, valeurs probantes. Donc nous offrons une forme d'étanchéité entre les différentes applications qui sont candidates à notre plateforme et une gestion des droits adaptés de façon à effectivement cloisonner tout cela et qu'on ait accès seulement aux données que l'on est autorisé à écrire, consulter et ainsi de suite. La valeur probante sur tout le cycle du document, donc là on essaye de se différencier des solutions du marché en apportant une solution de valeur probante qui soit très très proche de la création du document. Donc on essaye d'avoir une valeur probante depuis la création jusqu'à l'expiration de la donnée et ceci sans discontinuité. Une valeur probante aussi, on se distingue également des autres, qu'on essaye d'adapter en fonction du besoin et en fonction de la réglementation applicable et du pays applicable. On sait tous qu'il y a des réglementations différentes, des pays différents, et que finalement, qu'on soit en droit civil par exemple ou en droit fiscal, les exigences ne sont pas rigoureusement identiques. Nous essayons de coller au plus proche de façon à ne pas induire de surcoût en vendant des choses dont on n'a pas forcément besoin. Donc on essaye là d'établir une valeur probante vraiment, finalement, idéalement la moins chère possible. Au niveau de l'abstraction à l'infrastructure, dernière plus-value que l'on peut apporter, c'est une totale indépendance à l'infrastructure. Nous savons très bien dans la conservation que nous devons garder des documents pendant 10 ans, 30 ans ou plus,
Et on sait tous que pendant ces 30 ans, les briques technologiques vont terriblement évoluer, puisque la durée de vie d'une technologie est de l'ordre de 3 à 4 ans à peu près. Ça veut dire qu'une donnée conservée 30 ans va devoir changer 10 fois de technologie. Alors ça, on essaye de le faire et surtout de bien le faire en se rendant totalement indépendant des briques techniques. Donc j'en ai cité quelques-unes. Vous pourriez changer à souhait de briques techniques sans que ça affecte la valeur probante et les licences vendues. Donc les politiques de stockage à l'intérieur d'ArcSys permettent de paramétrer finalement des classes de services avec les composants en place. Et si vous changez par exemple de bête de stockage, la solution déplacera les archives et établira toujours la valeur probante des archives, quelles que soient les solutions techniques. J'en ai fini avec les couches techniques. Il faut que j'aille vite malgré tout. Donc, au niveau des couches métiers, on essaye de s'interfacer en fait avec des applications versantes. Ces applications versantes, évidemment, peuvent être multiples et variées en fonction du client. Nous avons donc des familles de connecteurs. Dans les familles de connecteurs, je vais en distinguer ici que 3. Les connecteurs ERP qui vont permettre d'intégrer ArcSys dans l'ERP existant chez le client d'une manière totalement transparente. Donc sur un ERP, on installe ArcSys en moins de 2 heures et le client utilise ArcSys sans que les utilisateurs finaux sachent que ArcSys existe. L'idéal est de faire la même chose autant que faire se peut dans certains ECM du marché. Donc nous sommes d'abord interfacés avec les ECM les plus courants, fatalement, où nous offrons là aussi une intégration complète au cycle de vie du document tel qu'il est défini dans l'ECM et sans avoir besoin de redéfinir ce cycle de vie au niveau de l'ECM en particulier, d'ArcSys en particulier. Nous essayons également de faire la même chose avec les messageries, en se rendant également les archives déposées compatibles entre les produits de messagerie, de telle sorte que si vous avez une messagerie à un moment donné, vous changez de produit de messagerie, les anciennes archives puissent être lues dans le nouveau produit de messagerie. Nous avons un injecteur paramétrable pour le cas où finalement il n'existe pas de connecteurs, puisque nous ne prétendons pas avoir des connecteurs avec les centaines, les 134 plus précisément produits du marché. Donc fatalement il y a des limites. Et pour s'interfacer avec les solutions dépourvues de connecteurs, on travaille avec un injecteur paramétrable qui permet assez simplement d'industrialiser finalement la connexion. Au niveau des couches de présentation métier, j'en ai abordé 2 dans les couches les plus à droite. On retrouve un portail archivistique dont je ne dirais pas beaucoup de choses ici. Simplement qu'il respecte les processus métiers tels que les utilisent habituellement les archivistes. Je veux plus insister sur la dernière brique à droite, on retrouve le mot coffre-fort numérique ici, mais là, ici, il s'agit bien d'un coffre-fort numérique, comme l'a appelé Jean-Marc tout à l'heure, citoyen, par exemple, à la différence d'un CCFN que l'on a vu au niveau des couches techniques précédentes. Si je me focalise sur ces couches de présentation, l'idée est de proposer à des clients, à des fournisseurs, à des salariés, la liste est infinie, un espace de stockage de taille variable dans lequel chacun d'entre eux, chaque propriétaire de ces coffres, pourra déposer tous les documents qu'il juge utiles, qu'il veut, désigner, nous le verrons juste après, des ayants droit sur ces coffres. Une organisation interne laissée à l'utilisateur. Donc l'utilisateur est apte à organiser lui-même le contenu du coffre-fort puisque ce coffre-fort lui appartient. Une garantie absolue de sécurité et de confidentialité. On veut dire par là que, évidemment, c'est bien normal, les données qui sont dans un coffre sont des données personnelles et le propriétaire du coffre d'à côté n'a pas à en prendre connaissance. Une garantie de disponibilité, on verra comment on le fait juste après, et une valeur probante, là encore, issue de ce que l'on a vu dans les briques techniques, qui est poussée à un niveau très important. Le coffre numérique, l'organisation, donc on voit ici des notions de salle de coffre, donc une salle de coffre avec un certain nombre de coffres, selon les besoins, de quelques unités à quelques milliers, pourquoi pas.
qui veut, ici dans mon exemple, à destination des clients, par exemple, dans lequel on pourra mettre les factures sortantes, les dossiers clients, ainsi de suite. Il pourra évidemment cohabiter dans l'entreprise une multitude de coffres. J'ai pris ici une autre typologie qui est à destination des salariés cette fois-ci et qui permettra de déposer, par exemple, pourquoi pas, des bulletins de paye. Donc on voit qu'on peut définir un certain nombre de salles de coffre. Toutes ces salles de coffre ont la possibilité, c'est le composant disponibilité, d'être backupées une fois, deux fois, donc c'est complètement paramétrable à distance dans un autre local de façon à avoir une disponibilité, un risque zéro de perte de données dans les coffres. Le coffre-fort, les acteurs, bon, chaque coffre-fort a un propriétaire, peut avoir des copropriétaires. Chaque propriétaire va déposer des documents, va pouvoir évidemment les rechercher, les consulter, ça va de soi. Il peut définir autant de coffres qu'il le souhaite, sous réserve qu'il soit autorisé à le faire, évidemment. On va pouvoir trouver des tierces parties versantes qui sont autorisées à verser dans ces coffres. Alors ça peut être, je ne sais pas, l'émetteur de factures régulières, de relevés de compte, ainsi de suite, qui déverserait des données sur ces coffres. On peut définir également un mandataire pour pouvoir consulter le contenu du coffre. Tout ceci est administré d'une part au niveau de la salle de coffre, d'autre part au niveau du système global pour gérer la cohabitation des différentes salles de coffre. Autre fonction, la possibilité d'établir une consigne de façon à anonymiser le détenteur du coffre. On vend ça habituellement chez des conseils en gestion de patrimoine à l'étranger. Bref, je ne m'étends pas là-dessus. On a une fonction de recommander également qui permet d'accuser réception à un dépôt fait par une entité versante. Et on a la possibilité évidemment de chiffrer le contenu de façon à augmenter encore la confidentialité. En synthèse, j'en ai fini. ArcSys est une plateforme unifiée de conservation pour tout document engageant de l'entreprise. Donc on est vraiment, nous, spécialisés sur le document engageant, quelle que soit sa nature. C'est pour ça que l'on parle d'objets. Ce n'est même pas forcément que des documents. On sait archiver tout type d'objets numériques. Des solutions pérennes et réversibles. On assure une réversibilité complète de la solution fournie, de telle sorte à ce que le client ne devienne pas tributaire du fournisseur que nous sommes. On fait un gros effort de conformité à la plupart des réglementations européennes que l'on étudie en permanence. Et c'est une solution pour laquelle on essaye d'avoir un coût le plus abordable possible sur toutes les briques, quelles qu'elles soient, aussi bien sur la brique stockage que sur les briques valeurs probantes, ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Merci Dominique. Est-ce que ça suscite des questions dans la salle ? C'est surprenant. Parce qu'il y a des choses qui ont été évoquées. Alors moi, j'en ai une, bien évidemment. C'est qu'est-ce qui permet de garantir la garantie absolue de confidentialité ? La confidentialité est gérée dans le système à la fois par une gestion de droit qui est extrêmement poussée, puisqu'on a 92 types de droits qui peuvent être définis dans le système. Donc on a véritablement la possibilité de cloisonner les choses en relation, par exemple, à un ou plusieurs annuaires dans l'entreprise. Donc il y a ça déjà. Et puis il y a aussi la partie chiffrement qui peut être apposée sur les archives en sachant toujours que la partie chiffrement est toujours problématique dans le sens où ça rend le client tributaire du dépôt des clés, évidemment. Et si jamais on perd les clés, on perd toutes les archives qu'il y avait dans le coffre. Donc le chiffrement est souvent une solution qui est poussée effectivement pour augmenter le niveau de confidentialité. On peut le faire, il n'y a aucun souci, on peut le faire. Il faut toujours prendre en compte le fait que cette gestion des clés peut être un élément auquel il faut faire particulièrement attention.
Bonjour, j'ai une question sur l'aspect réglementation européenne. Vous annoncez faire de gros efforts de conformité. Pourquoi vous annoncez pas directement d'être conforme? Quel est le gap entre l'effort de conformité et la conformité par elle-même? La conformité est un débat sans fin. Vous savez combien il existe de réglementations à travers le monde? Il y en a à peu près 25 000. Oui, mais on parle de l'Europe, D'accord. déjà. Donc, alors 25 000, en Europe, je n'ai pas le compte précis, mais bon, on doit en enlever pas mal de milliers, c'est clair. Cependant, nous ne sommes pas des juristes, hein, nous sommes quand même des gens qui font de la veille technologique et qui accordons beaucoup d'importance à ça. On essaye de respecter beaucoup de normes, beaucoup de réglementations, beaucoup de lois. Je pourrais dire que je les supporte toutes. Effectivement, c'est toujours facile à dire, hein, je supporte tout. C'est plutôt une précaution d'usage en disant on fait le meilleur effort plutôt que prétendre les respecter toutes, ce qui est quelque part pas sérieux. Il y a quand même quelque chose de rassurant, c'est au niveau des lois, en tout cas au niveau réglementation, il peut y avoir des spécificités, mais par rapport aux lois que personnellement j'ai eu l'occasion d'approcher au niveau européen, il y a des constantes. Donc on retrouve les mêmes exigences de base, et à partir du moment où on est capable de satisfaire, je dirais, à toutes ces exigences, après j'aurais tendance à dire qui peut le plus peut le moins. Donc c'est quand même rassurant aussi de savoir ça. Maintenant, il y a des adaptations en fonction des différents pays. Celui qui aujourd'hui est un des plus avancés, c'est sans aucun doute le Luxembourg, qui est en train de préparer une loi qui va définir clairement, et ce sera le premier en Europe, la définition de ce qu'on appelle les prestataires de services de dématérialisation et de conservation de données numériques. Et ça va vraiment être un pas en avant, déjà au niveau de la dématérialisation, parce que ça permettra effectivement, si on fait appel à ces services, de détruire le papier de façon tout à fait officielle après numérisation. Et en matière de conservation, ça donnera clairement une valeur, une présomption de fiabilité à la donnée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Vous amenez un document numérique avec toutes les sécurités qui vont bien, donc vous n'êtes pas en opposition avec la loi, mais ce n'est pas pour autant que le juge va accepter le document. C'est-à-dire le juge reste seul juge. Ça, il faut aussi le savoir, hein, par rapport à ça. Il y a encore beaucoup de travail. Hein, il y a effectivement un tronc commun, et pour avoir participé à pas mal de salons en Europe, il y a des petites différences qui valent la peine d'être sues, et chaque pays peut avoir ses particularités. Alors des fois elles sont que culturelles, je pense à l'Allemagne où c'est surtout culturel, je pense à l'Italie où il y a des choses qui sont légales en Italie qui ne sont pas légales en France, tout simplement. Donc c'est difficile de dire je couvre toutes les réglementations comme ça. Une autre question, il y en aura tout à l'heure. Juste pour compléter sur la partie authentification, pourquoi j'ai posé la question, c'est parce que quelque part, le coffre-fort numérique ne peut pas répondre tout seul à ce genre de préoccupation. Tout dépend de ce qui peut se passer aussi en amont. Donc si vous avez quelqu'un qui rentre sur un système d'information d'une organisation quelle qu'elle soit, qui usurpe l'identité ou qui obtient des droits qui ne sont pas les siens, ça permettra d'arriver au coffre. Et ça, malheureusement, le coffre ne peut rien faire. Donc il faut être vigilant sur le fait qu'à chaque fois, on construit une chaîne dans l'information, et la chaîne ne vaut que par le maillon le plus faible. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Bertrand qui va donner donc la vision Hitachi. Bonjour à tous, donc Bertrand Lequelec, responsable produit chez Hitachi Data Systems France pour tout ce qui concerne les services aux fichiers et au contenu. Et dans ce cadre, vient s'insérer un produit dédié à l'archivage et principalement à la notion de coffre-fort numérique. Alors, Hitachi, c'est un nom effectivement peut-être connu, c'est une entreprise internationale qui fait plus de 112 milliards de chiffre d'affaires. Nous, Hitachi Data Systems, nous sommes une filiale au sein du groupe Hitachi, spécialisée principalement dans le délivré de stockage et l'installation. Et dans ce cadre, effectivement, nous avons des offres qui vont au-delà du simple stockage, mais qui vont proposer aussi des services liés à l'archivage, avec des limitations. On va voir, je sais à quel moment on remonte. Si je devais faire le point avec les présentations de tout à l'heure, je dirais qu'on resterait plutôt dans la notion de couche archivage technique, sachant que l'archivage entre guillemets métier, on le laisse aux éditeurs, aux partenaires, qui vont offrir leur savoir-faire
et leur intégration spécifique bien aux différentes entreprises. D'accord, on va voir ça un petit peu dans le détail. Alors, en règle générale, j'aime bien les choses simples et j'aime bien que quelque part, quand on discute, moi je fais un monologue, donc c'est pas forcément évident pour les personnes de dire moi je suis pas d'accord et moi je suis d'accord sur quelque chose. Donc je vais essayer de me baser finalement en attendant la future norme, de savoir ce qu'il y a dans le contenu, finalement ce que a pu proposer la FEDISA Luxembourg. On parlait tout à l'heure qu'ils étaient en avance effectivement sur la déclinaison d'une loi qui devrait arriver dans ce pays. On verra un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc en termes de définition, je souhaite tout simplement qu'on soit un petit peu tous d'accord sur ce qu'on entend par un coffre-fort, et la définition qui a été proposée par la FEDISA Luxembourg me paraissait tout à fait en accord, bien évidemment, avec ce que pense Hitachi, mais je pense avec tout ce qu'on peut retrouver, ce qu'on peut retrouver en tout cas au sens du coffre-fort. Et le premier terme, c'est l'espace virtuel de stockage. On parle de stockage, mais aussi d'espace virtuel, donc c'est pas forcément une notion physique de stockage, mais quelque chose qui va représenter, en tout cas, des éléments, un espace sur lequel on va pouvoir déposer un certain nombre d'informations qui peuvent être de supports multiples. D'accord ? Des notions de sécurisation, on en parlait jusqu'à présent, effectivement, comment est-ce qu'on peut garantir la notion de sécurisation ? Est-ce que finalement je prends l'autorité sur un espace qui n'est pas le mien par rapport à une identité que j'ai pu récupérer, que j'ai pu contrefacer? Effectivement, c'est très important et je pense que c'est un élément fort, effectivement, dans la notion de définition. Mais là encore, il y a des choses à faire en termes de protection, effectivement, logique. On va prendre les choses simples, login, password, mais aussi protection physique, d'accès à la salle, de ce que j'appelle, moi, le détournement de l'une, le détournement de disque, d'accord, et de protéger finalement cet environnement, pas uniquement d'un point de vue logique, parce qu'on a l'habitude d'utiliser toujours on a des téléphones, on utilise des ordinateurs sans savoir ce qu'il y a derrière, en pensant tout simplement qu'en faisant login, password, on est sécurisé, alors qu'en fait, finalement, il suffit juste de rentrer dans la salle machine, de se connecter dessus, et puis de faire un copier-coller du disque dur et de repartir avec. Donc, quelque part, effectivement, c'est pas uniquement l'aspect visuel, la sécurité, c'est pas uniquement ce que nous, on pense être en tant que simple utilisateur. La notion donc justement d'inviolable va avec cette notion de sécurisation, de mettre à l'abri effectivement, de s'assurer que les gens qui vont pénétrer dans cet espace ne puissent pas repartir avec des informations dont ils ne sont pas autorisés. Et puis la notion de restitution, remettre finalement au propriétaire ce qu'il a déposé, ou finalement quelqu'un qui est mandataire par rapport à ce propriétaire, dans une notion d'organisation et d'intégrité. Et quand on dit de bit à bit, c'est de dire finalement j'ai posé une information dans un certain format, avec une certaine organisation, comment m'assurer que finalement au bout d'un certain temps, 3 ans, 6 ans, etc., je puisse restituer dans ce même format. Je ne parle pas de conversion là, et dans le même ordre. Donc aujourd'hui on sait faire, je veux dire, c'est presque une commodité. On parle de signature, d'empreinte, enfin suivant la littérature, peu importe, mais on arrive très facilement aujourd'hui à prendre une empreinte d'un document, stocker cette empreinte avec ces documents, resécuriser le tout, restocker la totale finalement sur un support infalsifiable ou en tout cas inviolable, et puis de contrôler finalement ce document au fur et à mesure de sa vie, de sa conservation ou de ses différents déplacements en fonction de ses supports, et au moment de la restitution, aussi de le recontrôler et d'assurer finalement que, à défaut de faire des conversions et d'assurer une relecture du document dans le futur, si on regarde le format, au moins de dire voilà ce que vous avez déposé, c'est dans le même état, d'accord ? Donc je ne rentre pas dans le détail ou dans le débat des formats effectivement dans le temps, plus dans le sens on me passe quelque chose, une organisation binaire d'informations, et bien je la restitue telle qu'elle est. Et puis la notion de déposer, de viser un stockage, une notion d'organisation aussi. Tout ça sans altération, d'accord, j'ai déjà abordé, eh bien, on va voir un petit peu comment nous on se positionne vis-à-vis de cette définition. Alors toujours dans ce fameux livre blanc de la FEDISA, que moi j'ai trouvé très bien et finalement correspondant à une vulgarisation avancée et une compréhension pour un utilisateur comme moi qui n'est pas forcément un expert des dialogues et des discours qu'il peut y avoir dans les normes. Ils ont fait une classification de comparaison entre faire la différence entre un coffre-fort numérique, un système d'archivage électronique, etc. Donc ils ont fait cette classification et tout à chacun de se positionner vis-à-vis de cette classification pour dire finalement est-ce que mon produit se positionne correctement vis-à-vis de cette classification. Alors le produit chez Hitachi se nomme HCP, c'est la colonne, pour Hitachi Content Platform. Effectivement, j'ai fait l'exercice de répondre à
aux différents besoins, ce qu'ils appellent les obligations d'un coffre-fort numérique, et puis les potentiels ou les possibilités. Donc là, le tableau n'est pas complet, mais en tout cas, sur les premières obligations, le tableau est complet. Après, c'est est-ce qu'on va offrir d'autres services autour? Est-ce que ces services sont utiles? Je dirais que un des tableaux, finalement, des fonctionnalités qui sont potentiellement nécessaires, ou en tout cas non nécessaires, mais possibles dans un coffre-fort électronique ou un coffre-fort numérique, finalement, ça définit peut-être d'autres fonctionnalités et d'autres couches. Pourquoi pas peut-être à la différenciation avec un système d'archivage électronique au sens plus large du terme. Donc, finalement, j'invite tout le monde à regarder ce document et à se positionner soi-même par rapport à la vision qu'on en a et positionner finalement les offres qu'on peut recevoir vis-à-vis de ce document et de cette classification. La norme, effectivement, clarifiera tout le monde sur ce sujet-là, et je pense que quand elle sera bien ratifiée et notifiée, tout le monde se fera à cœur d'être certifié, et ce sera sans doute beaucoup plus clair pour tous. Et beaucoup plus simple pour tout ce qui est projet. On se contentera de dire « je suis certifié vis-à-vis de cette norme ». Après, on verra l'intégration par rapport au métier, par rapport aux applications, par rapport à son système d'information, par rapport aux utilisateurs, par rapport aux attentes finalement qui peuvent être plus importantes que simplement un coffre-fort de base. Autre constat que l'on peut faire, c'est par rapport à la catégorie des documents. C'est-à-dire que il y a une notion de contrat, d'opération ou d'information au sens large. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre finalement dans ce coffre-fort. On se rend compte que les informations qui ont souvent le plus de valeur sont pas si importantes que ça en termes de volumétrie. D'accord ? Alors que les informations que l'on souhaite peut-être conserver au sens large du terme, ça représente peut-être la majorité des informations que l'on peut mettre en place. Ça a des contraintes, parce que finalement, si on a peu de volumétrie à mettre en place, finalement, l'outil ou l'infrastructure logicielle qu'on va mettre en œuvre nécessitera peut-être peu de performance, peu de moyens. Par contre, à partir du moment où on va mettre énormément de volumétrie, là, il faudra se poser les questions au niveau infrastructure. Et même si on développe des choses, des environnements, des process qui sont indépendants de l'infrastructure, il y a quand même une incidence qui n'est pas négligeable. Et cet aspect aussi est lié aussi au coût. Plus on met d'informations sur une infrastructure qu'on va consolider ou cumuler avec d'autres environnements, eh bien on va réduire le coût final pour l'entreprise. Donc voilà, toute cette classification est très importante pour Hitachi et puis pour vous dans le dialogue qu'on peut avoir avec nos clients pour bien identifier finalement la plateforme, l'environnement le plus adapté à votre besoin. Donc par rapport à notre plateforme, ça va aussi définir les limitations de notre plateforme, qui est une plateforme plus basée sur la notion d'infrastructure. Les notions d'authentification qui peuvent être associées à cette plateforme sont des notions d'authentification liées à l'environnement IT principalement. Bien, effectivement, on va avoir des notions d'authentification, de création de compte local à la plateforme, qui vont être aussi liées à des annuaires d'entreprise, des choses assez classiques, et puis des choses un peu plus avancées avec des notions de certificats qui peuvent être déposés sur la plateforme pour identifier et s'assurer que celui qui dépose est bien celui que l'on attend. Mais dès qu'on va monter dans des couches un peu plus sophistiquées, si je peux m'exprimer ainsi, avec des notions de tiers, de signature évoluées, là, effectivement, on devra s'adosser avec des spécialistes du domaine. Ce n'est pas le cadre finalement de support de la solution d'Hitachi. Alors qu'est-ce que c'est que finalement cette plateforme là que j'ai abordée très rapidement par son acronyme et puis par son nom? C'est une plateforme matérielle et logicielle à la fois. Donc on change un petit peu, on se différencie par rapport aux éditeurs qui pourraient proposer des solutions identiques. C'est-à-dire qu'effectivement on propose une plateforme tout en un, ce qu'on peut appeler une appliance. Alors ça a ses valeurs, et puis ça peut avoir aussi ses défauts. C'est-à-dire le principal, on peut se dire oui, finalement je suis contraint de rester avec Hitachi Data System sur 20 ou 10 ou 30 ans, ce qui n'est pas forcément une bonne valeur. Bien non, on va vous proposer là aussi des notions de réversibilité, de pouvoir transférer vos informations sur d'autres systèmes que Hitachi. Mais là, ce qu'on va apporter, c'est notre savoir-faire au niveau d'infrastructure, la possibilité de pouvoir changer d'équipement finalement dans le temps. On l'a vu, on l'a abordé très rapidement tout à l'heure par Dominique. Effectivement, si on doit archiver ou conserver, en tout cas, si on ne parle pas d'archivage, des informations sur du long terme, on va avoir des sauts technologiques,
des besoins finalement de changer de support. Bien comment est-ce qu'on on procède? Est-ce qu'on doit faire une migration, un import, export? Quel est le moyen le plus simple? Hitachi a intégré finalement cette problématique directement dans son environnement en disant voilà, il y a la partie information, données et métadonnées qui vont être gérées par la plateforme, et puis la partie infrastructure matérielle, serveur, traitement CPU, c'est-à-dire ce qui va gérer ce qui va faire tourner les logiciels pour pouvoir gérer l'information, et puis le stockage pur classique qui lui effectivement tous les 3 ans, 4 ans évolue. Eh bien, la plateforme est directement câblée pour pouvoir faire ce changement, et on va pouvoir gérer plusieurs technologies finalement en parallèle et de façon transparente migrer d'un environnement à un autre. Et cette migration se fera effectivement dans l'art avec des aspects de contrôle, d'intégrité, de calcul d'empreinte de l'information pour passer d'un environnement à l'autre, et aussi de traçabilité pour s'assurer qu'effectivement l'information qu'on passe d'un support à l'autre est bien strictement la même, et d'informer et de conserver finalement cette histoire, cette historique de traces. Donc voilà, ce qu'on leur propose, c'est une plateforme complète. Alors on ne s'arrête pas là. On va, en termes de logiciel et puis de support, effectivement, on va avoir des aspects d'optimisation de stockage, par des aspects de compression des duplications éventuelles, et puis de réplication ou de sécurisation, de doublons ou de versionning sur les informations. Bon, là, ça sont des opérations, on va dire, d'optimisation stockage classique. On va aller un petit peu plus loin en termes de cloisonnement aussi d'informations, avec une dénomination qui est plus SNIA, qui est une association qui est liée aux acteurs du stockage, avec des notions de ce qu'on appelle des tenants. Donc, on va séparer l'espace administration, c'est-à-dire que l'administrateur qui s'occupe de la plateforme, finalement, est-ce qu'il a le droit d'accéder aux informations qui sont déposées par un tiers ou par quelqu'un ou par une entité de son entreprise, des fiches de paye par exemple, est-ce qu'il a le droit d'accéder à ces fiches de paye alors qu'il est l'administrateur? Maintenant, on va faire cette séparation. Donc on va avoir un espace qui est l'administrateur, qui gérera l'infrastructure, qui gérera l'évolutivité de la plateforme, un espace dit tenant, qui peut être le représentant du service, qui peut être le représentant d'un applicatif, et puis un espace dit namespace. Bon, c'est des terminologies anglo-saxonnes, mais on va retrouver la même chose en termes de coffre ou autres dénominations dans d'autres littératures, qui vont définir des espaces finaux où on va pouvoir déposer pour un utilisateur, un applicatif, des informations. Et ces espaces sont cloisonnés, avec des sécurités bien séparées, de manière à ce que l'un ne puisse pas accéder à l'autre sans autorisation. D'accord ? Et si on donne des autorisations, bien des autorisations qui vont être intrinsèques, c'est-à-dire temporaires. Un tenant va pouvoir donner l'autorisation à un autre directement sans donner de login password sur une durée bien précise pour accéder à une information bien précise. Donc on va avoir des droits, non pas seulement de lecture, écriture d'accès, mais aussi des droits de purge, des droits de consultation, des droits un peu plus évolués que les droits informatiques traditionnels. Voilà, on va s'arrêter finalement à cet environnement qui va être complété pour finaliser avec des protocoles d'accès ouverts, donc des protocoles informatiques traditionnels que sont les protocoles de système de fichiers, NFS, IFS, HTTP, ou même envoyer des emails en termes de SMTP. Donc c'est notre manière de dialoguer avec le reste finalement de l'environnement informatique de l'entreprise. Et c'est à l'entreprise d'aller définir son plan de classement au sein de cette plateforme. Donc on ne va pas aller jusqu'à l'aspect métier, workflow, GED ou SAE. On ne fera ces opérations qu'avec des compléments logiciels des éditeurs déjà existants ou qui seront à mettre en place au regard de leur vie. Donc une notion aussi d'indépendance vis-à-vis de tous ces environnements. Ah, on est passé à côté tout de suite, c'est pour m'avancer. C'est pour finir. Alors 2 exemples pour finir en termes d'implémentation et d'intégration, sachant que l'objectif c'est toujours aussi pour certains clients une notion d'industrialisation. C'est tout simplement un client qui, à partir d'un équipement d'impression de courrier et autres facilités, va générer finalement des documents dans des formats qu'il va devoir conserver, des formats de PDF, XML, et qui va directement déposer sur nos plateformes. Donc c'est vraiment une chaîne industrielle complète et dont cette plateforme va stocker en doublant toutes les informations. Alors c'est ce qu'on appelle chez nous le Data Protection Level, ce qui est indiqué le DPL2. C'est une
niveau de protection. On m'accélère encore. Le deuxième niveau de mise en œuvre, c'est la même chose quelque part, mais à travers une messagerie, où là, c'est un client qui va recevoir des messages dans certaines boîtes aux lettres particulières, par exemple des contrats ou des demandes de cotation par rapport à ses clients, et qu'il va les envoyer bien évidemment à ses utilisateurs et les stocker pour les conserver dans des notions de preuve ou d'historisation de ces informations. Et tout ça de façon industrielle, puisque la plateforme ici parle aussi SMTP. La petite différenciation qui est là, c'est qu'on ajoute en plus une notion d'indexation de contenu qui va nous permettre de faciliter les aspects de recherche et puis les aspects d'audit par rapport à ces informations-là. Bon voilà, on m'accélère, donc j'ai fait aussi vite. Je vais laisser la main. J'aurais dû commencer le premier finalement. Désolé, si vous avez Bertrand. des questions. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses derrière tout ce qui vient d'être dit. Et bien évidemment, oui, vous aurez tout le loisir de continuer de poser vos questions, tant à Dominique que Bertrand, pour rentrer dans le détail. Hein. Là, j'étais obligé d'avancer, il nous reste 5 minutes. Pas de questions. Bon, moi, j'en ai quand même un certain nombre. La première, c'est, j'ai bien compris que dans le système HDS, enfin HCP, pardon, on nous restituait le train de bits qu'on avait rentré. Maintenant, comment vous répondez à la question d'une éventuelle conversion de format en cours de conservation? Ce qui peut très bien arriver, si on est sur des périodes longues en tout cas. Alors, je vais répondre, on ne répond pas. Voilà, c'est la première réponse. En fait, on ne fait pas de conversion. On considère que ce n'est pas notre rôle d'apporter ce genre de service. S'il y a besoin d'avoir une conversion, soit elle se fait en amont, et si elle doit être faite dans le temps, eh bien à ce moment-là, c'est simplement une lecture de document, une conversion de celui-ci et une réécriture dans le système. Donc la plateforme en elle-même ne fait pas de conversion automatisée des documents. Par contre, effectivement, on met à disposition des outils qui permettent de faire des migrations à l'intérieur de la plateforme. Quand je dis migration, des déplacements, et de définir par exemple des notions de j'ai une version qui serait en Word, pour X raison je l'ai déposée en Word, je l'ai convertie en PDF et j'ai inscrit les métadonnées et les informations qui donnent toutes les informations liées à cette conversion. Et donc je vais conserver l'original, je vais conserver la conversion et je vais conserver les empreintes et l'historique lié à ces informations. Mais effectivement, à l'intérieur même de la plateforme, il n'y a pas d'outils spécifiques qui vont faire du PDF en PDF-A ou du Word en PDF-A. On laisse ça en amont ou dans le temps, qui est fait par une opération annexe. Toujours pas de questions? Merci Jean. Oui, je voudrais savoir si les solutions qui ont été présentées sont des solutions qui sont concurrentes ou complémentaires. Alors, je dirais qu'il y a une partie qui est complémentaire et une partie qui est concurrente. Effectivement, il y a des services qu'on va retrouver, mais à la rigueur, on va le retrouver même chez d'autres éditeurs. Un éditeur a aussi des moteurs d'indexation, un éditeur a aussi des notions de signature ou d'empreinte. Et pour moi, je trouve qu'au contraire, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de complément. Pourquoi ? On parle souvent de conservation sur le long terme. Donc, à qui se fier? À l'éditeur, au constructeur? Si vous parlez à l'un ou à l'autre, chacun dira ou prêchera sa paroisse en disant « venez chez moi, j'ai la bonne parole ». Moi, je considère que finalement, qu'un éditeur qui va calculer une empreinte et qui va dire « voilà, je vous garantis l'intégrité de l'information », eh bien, c'est très bien. Et moi, je considère qu'aussi, de mon côté, la manière que je garantis qu'on me donne une information qui est stockée, effectivement, je garantis aussi ce document. Je trouve que c'est très bien aussi. Sachant qu'on propose aussi aux éditeurs, puisque cette empreinte est quelque part, elle est choisie, c'est pas nous qui l'imposons, on a toute une liste et l'éditeur choisit ou l'utilisateur ou l'entreprise choisit, ils peuvent en utiliser différentes. Elle est contrôlable de façon externe. Nous, on l'utilise en interne pour garantir l'intégrité d'enregistrement sur les disques durs et sur l'infrastructure, j'allais dire physique, matérielle, d'accord ? L'éditeur, quelque part, lui, va se baser sur un système d'exploitation, un file system, qui lui dit que derrière ce file system, eh bien, il n'est pas corrompu ou que finalement, quelqu'un, moi je vous fais ça facilement, je rentre dans une salle machine, je fais un miroir d'une bête disque et l'éditeur n'est même pas au courant. Là, finalement, nous, on garantit cet aspect-là parce qu'on maîtrise de bout en bout la chaîne jusqu'à l'écriture
du bit sur le disque dur. Donc voilà. Donc quelque part, effectivement, il peut sembler avoir des doublons à différentes échelles, mais je pense que pour moi, c'est plutôt une garantie finalement aussi d'indépendance, parce que quelque part, 3 ans, 5 ans après, vous pouvez vous débarrasser d'Hitachi, ou 3 ans, 5 ans après, vous dites finalement, je garde Hitachi et je me débarrasse d'Arxis. D'accord ? Donc voilà. Et c'est le jeu qui veut ça. C'est normal que cette notion de réversibilité ou de changement soit importante et prise en compte par les clients. Il y a quelque chose que je veux rajouter souvent quand on fait de l'infrastructure, quand on fait des projets, on parle souvent de PRA, etc. On teste tout de suite la haute disponibilité, mais je vous invite à tester la réversibilité. D'accord ? Ça, c'est très important dès le départ et pas à 3 ans, 5 ans de vous poser la question « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Faites-le dès maintenant, vous verrez que ça vous permettra d'avoir une meilleure confiance dans les acteurs qui finalement vous entourent ou vous conseillent. Voilà. Merci. Mais peut-être que Dominique a peut-être un avis différent, mais voilà. Bonjour. J'ai un passage que j'ai pas tout à fait compris, du coup je me permets de poser j'étais vite, la question qui sera peut-être anodine du coup. Je voulais savoir si le coffre-fort électronique ciblait un usage finalement personnel d'espace de stockage sécurisé ou partagé. Parce que dans la définition du FIDISA qu'on a vu tout à l'heure, il n'en était pas mention. Alors, je pourrais laisser Monsieur Rich plutôt peut-être en parler. Je mets juste deux petits mots. La notion en fait de personnel ou de partagé, moi je l'aborde pas d'un point de vue produit, parce que je considère que personnel, ça peut être quelqu'un, effectivement, une personne physique qui dépose et qui a des droits par rapport à son coffre-fort et qu'on lui donne une autorisation à un espace dédié. Et il peut aussi avoir besoin de partager cette information avec un tiers, d'accord ? Donc lui donner des autorisations pendant un temps court, ou tout simplement de donner à un mandataire le droit d'accéder à une information. Donc je dirais que pour moi, il y a les deux ensemble. Mais je vais plutôt peut-être laisser la parole à M. Rich qui va vous donner une définition peut-être beaucoup plus large. Je suis désolé, on pourra en reparler après, mais parce que là, il faut qu'on termine. Et il y avait une question aussi qui était importante que je vais poser à Dominique. C'est finalement le coffre-fort numérique, ou coffre-fort électronique. Qu'est-ce quid de ce coffre-fort dans un environnement cloud ? Parce que c'est aussi important de se poser la question. Plusieurs façons de répondre à cette question. Je pourrais dire effectivement, Arxis peut être introduit dans un cloud privé, dans un cloud public, dans un cloud hybride, et que dans tous les cas, il est capable de fonctionner. Réponse un peu facile peut-être. Une autre forme de réponse, ça serait qu'est-ce qu'il est pertinent de faire ? Est-ce que mettre un coffre dans n'importe quel cloud, c'est souhaitable ? Si un client me pose cette question-là, il est clair que je vais revenir sur les points fondamentaux de notre solution, c'est-à-dire la valeur probante. Si je mets mes données sur un cloud public, quid de la valeur probante ? Limite, j'invite chacune des directions juridiques de chacune des entreprises à réfléchir sur ce point-là. Pérennité. Quid de la pérennité d'une donnée ? Quid de la confidentialité d'une donnée ? Donc, même si techniquement tout est possible, c'est sûr, tout ne se vaut pas sur les 3 caractéristiques fondamentales que je viens de citer. Donc non, nous ne conseillons pas, quoique c'est rare qu'on ait cette question quand même. La question qu'on a le plus souvent là autour, c'est est-ce que vous vendez votre solution en mode SaaS ? Mais ça s'arrête un petit peu là. C'est pas une question qu'on a beaucoup, mais si on me posait cette question, il est évident que je déconseillerais totalement de faire de l'archivage en cloud public. Alors j'aurais peut-être une vue un petit peu différente. Effectivement, le mode cloud, pour nous, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que la plateforme HCP a été designée pour aussi ce type d'environnement. Alors, effectivement, il y a des notions de sécurisation, etc. Alors, je ne parlerai pas de cloud public. Nous, quand on parle de cloud avec nos clients, c'est le cloud privé. Donc, ça veut dire que dans un environnement sécurisé, c'est-à-dire que l'environnement est aussi sécurisé que s'il était en interne à côté qu'à travers le monde. D'accord ? Donc, on parle de cloud privé et on aborde tout à fait cet aspect-là. Et pour moi, si on veut démocratiser et réduire les coûts, finalement,
de l'archivage lié à un coffre-fort électronique et ne pas dire voilà, c'est un coût et pas forcément de la valeur, eh bien, pour moi, le coffre-fort électronique n'est que finalement une politique supplémentaire dans un environnement de cloud et une façon de cloisonner une information au sein d'un environnement où il y a différentes informations qui vont être consolidées et qui vont permettre finalement de presque vulgariser, en tout cas de permettre à une entreprise de pouvoir entrer dedans. Donc je parlerai principalement de cloud privé, c'est ce que nous on aborde, ça comme ça. Quand on parle de cloud hybride, c'est plus la notion de protection sécurisée chez un hébergeur, de confiance, d'accord. Il y en a pas mal d'entreprises qui font ça. C'est-à-dire que pas de cloud public, c'est pas à partir de mon iPhone que je vais me connecter et puis je laisse ça ouvert à tout le monde, effectivement, d'accord. Et là, c'est plutôt du service grand public. C'est plutôt une notion de qu'est-ce que je propose en termes de service. Mais nous, on propose tout à fait des solutions de cloud. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à moins qu'il y ait une toute dernière question. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci, messieurs. Merci à vous.